Les lumières au plafond du garage de Milton Frank projetèrent des ombres nettes tandis qu'il essuyait la graisse de ses mains. L'odeur d'huile moteur flottait lourdement dans l'air de novembre. À 36 ans, il avait construit une vie confortable en restaurant des voitures classiques. Une opération en solo qui le gardait occupé sans le submerger de stress. La Mustang de 1967 sur le pont élévateur au-dessus de lui représentait 3 mois de travail et il était proche de la fin. Son téléphone sonna, le nom de Judy clignotait sur l'écran. « Allô, chérie ?» répondit-il en calant le téléphone contre son épaule. La fête de fiançailles d'Andrea est samedi prochain. La voix de sa femme portait cette tonalité particulière qu'il avait appris à reconnaître comme signifiant que ce n'était pas optionnel. « Mes parents veulent toute la famille à la basse. Ryan aussi. » Milton posa sa clé à molette. « Ton père a demandé spécifiquement Ryan. Il a dit que ça compterait beaucoup pour Andrea. Tu sais à quel point elle et Ryan sont proches. » Proche n'était pas le mot que Milton aurait utilisé. Andrea Bishop, la sœur cadette de Judy de 8 ans, avait toujours semblé maladroite avec Ryan, leur fils de 10 ans. Elle envoyait des cadeaux coûteux pour les anniversaires, des jeux vidéo trop matures pour son âge, des vêtements de marque que Ryan ne portait jamais, mais elle rendait rarement visite. Le dernier dîner familial chez George et Marianne Bishop, dans leur domaine sur les collines, remontait à 6 mois, et Andrea avait passé la plupart du temps sur son téléphone. « Qui épouse-t-elle déjà ?» demanda Milton. « Cameron Snell. Tu l'as rencontré une fois ? Tu te souviens ? Il travaille dans le développement immobilier avec papa. » Milton avait un vague souvenir d'un homme dans la quarantaine avec des dents parfaites et une poignée de main qui durait 2 secondes de trop. « C'est vrai ? À quelle heure ça commence ? » « À 18 heures. Ten you cocktail ?» Judy marqua une pause. Papa a dit d'amener Ryan à 17h30. Il veut lui montrer quelque chose dans son bureau avant que la fête ne commence. Tous les instincts que Milton avait développés au cours de 16 ans de mariage lui disaient que quelque chose clochait. George Bishop n'avait jamais montré d'intérêt individuel pour Ryan. L'homme reconnaissait à peine son petit-fils au-delà des chèques obligatoires pour les fêtes et des tapes maladroites sur la tête. Qu'est-ce qu'il veut lui montrer ? Je ne sais pas. Est-ce que ça importe ? Ryan adore grand-papa. La défensive dans la voix de Judy était automatique. Le même mur qu'elle érigeait chaque fois que Milton questionnait sa famille. Milton avait rencontré Judy Bishop quand ils avaient tous deux 20 ans. Elle travaillait au bureau immobilier de son père cet été-là. Et Milton avait été engagé pour restaurer la Corvette vintage que George gardait dans sa collection privée. Judy était belle, vive d'esprit, et attirée par la compétence tranquille de Milton, ils s'étaient mariés dans l'année... Au grand désappointement à peine dissimulé de George, George Bishop avait bâti sa fortune dans le développement immobilier, transformant des terrains bon marché en lotissements rentables. Son vaste domaine s'étendait sur 6 hectares en dehors de Richmond. En Virginie, un monument à la richesse qui faisait ressembler la modeste maison de 3 chambres de Milton à un hangar à outils. George avait clairement fait comprendre dès le début qu'il s'attendait à ce que Judy épouse quelqu'un de leur cercle. Une avocate, un banquier, quelqu'un qui portait des costumes et jouait au golf au country club. « D'accord » dit Milton. « On sera là dès... » Après avoir raccroché, Milton resta dans le silence de son garage, fixant le pare-choc chromé de la Mustang. Dean Peake, son voisin 2 portes plus loin, avait mentionné quelque chose d'étrange la semaine précédente par-dessus la clôture. Dean était un policier municipal avec 18 ans d'expérience, actuellement affecté aux mœurs et au crime organisé. Ils étaient devenus amis au cours des 5 dernières années, se liant lors de barbecues le week-end et d'horaires de garde partagés. La fille de Dean venait tous les 2 week-ends. Le nom de ton beau-père est apparu dans un dossier. Dean l'avait dit, en gardant la voix basse, même s'ils étaient seuls. Probablement rien. Les riches se retrouvent mêlés à toutes sortes de disputes commerciales. Quel genre de dossier avait demandé Milton ? Dean avait juste secoué la tête. Je ne peux pas parler d'enquête en cours. Contente-toi de garder les yeux ouverts. Maintenant, Milton se demandait s'il aurait dû insister davantage. Le samedi arriva avec une chaleur inhabituelle pour la saison. Le genre de journée de novembre, empruntée à octobre, Ryan rebondissait sur la banquette arrière de leur Honda, vêtu de la chemise boutonnée et du pantalon que Judy avait préparé. À 10 ans, il avait encore cette énergie débordante qui rendait l'immobilité un concept étranger. « Est-ce que je dois rester tout le temps ?» demanda Ryan. « Juste pour quelques heures. » répondit Milton, croisant les yeux de son fils dans le rétroviseur. Ensuite, on pourra prendre des burgers sur le chemin du retour.
Judy était assise sur le siège passager, vérifiant son maquillage dans le miroir du pare-soleil. Elle portait une robe bleu marine qu'elle lui avait envoyée pour Noël dernier, celle qui coûtait probablement plus que ce que Milton gagnait en un mois. « Sois gentil avec Cameron », dit-elle. « Andrea est vraiment heureuse. »« Je suis toujours gentil, » répondit Milton. « Tu as une tête, tout le monde a une tête. Tu sais ce que je veux dire ? Cet air que tu prends quand tu ne fais pas confiance à quelqu'un ?» Milton ne répondit pas. Il avait appris que parfois le silence valait mieux qu'une dispute. Le domaine des Bishop apparut alors qu'ils remontèrent la route privée bordée de vieux chênes que George avait payé une fortune pour préserver pendant la construction. La maison principale était une revival coloniale avec des colonnes dignes d'un film sur l'aristocratie du Sud. Des voitures bordèrent déjà l'allée circulaire, des BMW, des Mercedes, une Bentley appartenant à Dennis Fitch. L'un des partenaires commerciaux de George lui-même se tenait à l'entrée principale, saluant les invités avec une chaleur répétée d'un politicien. À 63 ans, il maintenait l'apparence de quelqu'un de 20 ans plus jeune, grâce à un régime soigné, des traitements capillaires coûteux, et ce que Judy insistait pour dire être simplement de bon gène. Son sourire s'élargit quand il vit Ryan. « Voilà mon petit-fils. » La voix de George tonna à travers l'allée. « Viens ici, mon garçon. J'ai quelque chose de spécial à te montrer. » Ryan regarda Milton, qui hocha la tête. Le garçon descendit et courut vers son grand-père, qui passa un bras autour de ses épaules. « Judy, tu es magnifique, » dit George, embrassant la joue de sa fille. Puis à Milton, « Content de te voir, sers-toi des boissons. Le bar est installé sur la terrasse. Papa veut montrer quelque chose à Ryan dans son bureau, » rappela Judy. « Bien sûr, bien sûr. » George garda sa main sur l'épaule de Ryan. « Ça ne prendra pas longtemps, Milton. Pourquoi ne viens-tu pas aussi ? Tu pourrais apprécier ça ?» Ils entrèrent dans la maison par le grand vestibule où Marianne Bishop dirigeait les traiteurs avec la précision d'un général déployant des troupes. Elle donna une étreinte rapide à Judy et un hochement de tête poli à Milton avant de retourner à son bloc-notes. Le bureau de George occupait toute l'aile est du rez-de-chaussée. Milton y était entré une fois auparavant, des années plus tôt, et se souvenait de la richesse oppressante, des étagères du sol au plafond remplies de volumes reliés de cuir qui n'avaient probablement jamais été lus. Un bureau de la taille d'une table de billard et des trophées de chasse de safari que George prétendait bâtir le caractère. « Attendez ici un moment, » dit George, les guidant vers un coin salon près de la fenêtre. « Je dois prendre quelque chose en haut. Ryan, tu vas adorer ça ?» Tandis que George disparaissait par une porte latérale, Milton balaya la pièce du regard. Le bureau était couvert de papier, un ordinateur portable ouvert mais orienté de travers. Plusieurs photos encadrées bordèrent la crédence derrière, George serrant la main de gouverneur, posant avec des partenaires commerciaux, debout à côté d'Andrea lors de sa remise de diplôme universitaire. Ryan s'était déjà dirigé vers les étagères, sortant un volume sur les batailles de la guerre civile. Milton se dirigea vers le bureau, attiré par le même instinct, qui le poussait à vérifier sous le capot quand une voiture sonnait faux. L'écran de l'ordinateur montrait une chaîne d'emails. Milton ne pouvait pas la lire de là où il était sans être évident, mais il pouvait voir la ligne d'objets « Planning d'accueil novembre ». Des papiers étaient éparpillés sur la surface du bureau, des documents légaux, ça ressemblait à du papier à en-tête d'un cabinet que Milton ne reconnaissait pas. Un avait glissé partiellement hors d'un dossier, révélant un en-tête qui lui fit un nœud à l'estomac, pétition pour garde d'urgence. Il se pencha plus près, feignant d'examiner une des photos tandis que ses yeux parcouraient le texte visible. Names, âge, addresses, nom d'enfant. Un document avait une photo agrafée, un garçon d'environ l'âge de Ryan souriant sur une photo d'école. Des pas résonnèrent dans le couloir. Milton recula rapidement, se tourna pour trouver Dean Peake debout dans l'encadrement de la porte du bureau. Son voisin portait des vêtements civils, un polo et un pantalon chino, mais son expression portait le poids de son insigne. Les yeux de Dean allèrent de Milton à Ryan au bureau et quelque chose durcit sur son visage. « Milton, » dit Dean doucement, « prends ton fils, on part maintenant. »« Quoi ? Ne discutez pas, ne fais pas de scène. Prends Ryan et marche avec moi jusqu'à ma voiture. » La voix de Dean était descendue à peine au-dessus d'un murmure, mais l'ordre y était absolu. Ryan leva les yeux de son livre. Confus, le cœur de Milton battait la chamade. Mais il garda sa voix calme. « Viens, mon grand, on doit y aller. Mais grand-papa, maintenant Ryan. » La fermeté dans le ton de Milton coupa court à la protestation de Ryan. Le garçon posa le livre et traversa vers son père, qui prit sa main. Dean s'écarta.
les faisant signe vers un couloir arrière menant à l'entrée latérale. Ils marchèrent rapidement, sans courir. Milton pouvait entendre des voix de la terrasse. La fête commençait. Les invités arrivant en groupe, Dean les guida autour du côté de la maison, restant dans l'ombre des haies jusqu'à ce qu'ils atteignent l'allée où la Charger de Dean était garée 3 voitures plus loin de là où Milton s'était stationné. « Montez !» dit Dean, déverrouillant les portes. Milton aida Ryan à s'installer sur la banquette arrière et grimpa sur le siège passager. Dean démarra le moteur et sortit calmement, sans précipitation, sans attirer l'attention. Tandis qu'il tournait sur la route principale, Milton vit George émerger de la maison, balayant l'allée du regard avec un téléphone pressé contre son oreille. Pendant 20 minutes, Dean conduisit en silence. Ryan s'était tu sur la banquette arrière, sentant la tension. Ils se dirigèrent vers l'est, loin du domaine des Bishop, loin du quartier de Milton, jusqu'à ce que Dean s'arrête sur une aire de repos le long de la route 60 et se gare au fond du parking. Il coupa le moteur et resta assis un moment, les mains serrant le volant, puis il se tourna vers Milton. « Tu n'as vraiment pas vu ce qu'il y avait sur le bureau de ton beau-père ? J'ai vu des papiers de garde, des noms d'enfants. » La gorge de Milton se serra. « Dean, qu'est-ce qui se passe ?» Bon sang, Dean sortit son téléphone, fit défiler des photos, puis le tendit à Milton. L'écran montrait un document, un rapport des services de protection de l'enfance avec la signature de George Bishop en tant que fournisseur de soins d'accueil, certifié et tuteur légal. Ton beau-père n'est pas seulement un promoteur immobilier. Dean dit qu'il gère un pipeline depuis 8 ans. Lui et au moins 4 autres hommes identifient des enfants vulnérables, généralement issus de familles de classe moyenne avec une forme d'instabilité, divorce, problèmes financiers, un parent avec un casier, puis il fabrique des raisons pour impliquer les services de protection de l'enfance. Rapport faux, preuves plantées, témoins payés. Une fois les enfants dans le système, George intervient en tant que membre respecté de la communauté, prêt à fournir des soins d'accueil. Milton sentit une glace se répandre dans sa poitrine, et ensuite ils disparaissent dans son réseau. Certains sont envoyés travailler dans des opérations illégales à l'étranger, certains sont vendus à des réseaux d'adoption qui ne posent pas de questions, certains, la mâchoire de Dean se serra, certains, on essaie encore de les trouver. « Ryan ?» murmura Milton. « Pourquoi Ryan ? Ta femme a demandé le divorce il y a 6 mois ? Tu le savais ?» Les mots frappèrent Milton comme un coup physique. « Quoi ? Elle n'est jamais allée jusqu'au bout. Les papiers ont été déposés chez un avocat nommé Kevin Baker. C'est l'un des partenaires de George. La pétition citait des abus émotionnels, de l'instabilité, un danger potentiel pour l'enfant. Tout des mensonges, je suppose, mais assez pour monter un dossier, assez pour faire passer Ryan pour un enfant ayant besoin d'intervention. » L'esprit de Milton vacilla. 6 mois plus tôt, Judy avait été distante ce printemps-là, passant plus de temps chez ses parents, mais elle avait blâmé le stress dû au drame d'Andrea. Il n'avait jamais soupçonné la fête de fiançailles, dit Milton lentement. Ce n'était pas la vraie raison pour laquelle il voulait Ryan là-bas. Non, confirma Dean. Il y a un juge à cette fête, Mitchell Noble. Il est à la solde de George depuis des années, tamponnant des ordres de garde d'urgence. Je suppose qu'il prévoyait de faire venir les services de protection de l'enfance avec une escorte policière, enlever Ryan de chez vous ce soir, en citant un danger immédiat, et le placer chez George en tant que tuteur d'urgence. D'ici lundi matin, tu te battrais contre un système truqué avec un juge qui avait déjà décidé contre toi. La voix de Ryan vint de la banquette arrière, petite et effrayée. « Papa !» Milton se tourna, tendant la main pour serrer le genou de son fils. « Ça va, mon grand ? Tu es en sécurité ?» Mais Ryan n'était pas en sécurité. Aucun d'eux ne l'était. Tant que George Bishop avait du pouvoir, de l'argent et un réseau de personnes prêtes à détruire des familles pour du profit. Dean observait Milton attentivement. « Je peux vous protéger pour ce soir, vous mettre quelque part en sécurité, mais cette enquête dure depuis 14 mois et on est encore à des mois d'avoir assez de preuves pour agir. Ces hommes sont prudents. Ils ont des avocats, des juges, des politiciens dans leur poche. Si on agit trop vite, ils nous fileront entre les doigts. Milton termine et continueront à faire ça à d'autres familles. » Oui, Milton regarda son fils dans le rétroviseur. Les yeux de Ryan étaient écarquillés, effrayés, mais confiants. Son garçon, sa responsabilité, la chose que Milton Frank aimait le plus au monde. Puis, il pensa à la photo sur le bureau de George, l'enfant souriant qu'il avait aperçu seulement une seconde. Combien d'autres y en avait-il ? Combien de familles George Bishop avait-il détruites ? « Dis-moi tout, dit Milton à Dean.
chaque détail que tu sais sur leur mode opératoire. Dean l'étudia. À quoi penses-tu? Je pense, dit Milton calmement, que si tu as besoin de moi pour monter un dossier, tu le fais de manière légale, et la manière légale est ce sur quoi ces hommes comptent. Il croisa les yeux de Dean. Je vais le faire à ma façon. La maison sûre était une cabane à 65 km à l'ouest de Richmond, appartenant à l'oncle de Dean, qui passait les hivers en Floride. 3 chambres, de l'eau de puits, et assez d'isolement pour que personne ne tombe dessus par accident. Dean passa 2 appels, un à son sergent, prétextant une urgence familiale, et un à un ami au département qui lui devait des faveurs. Ryan s'endormit sur le canapé dans l'heure. Épuisé par l'adrénaline et la confusion, Milton le couvrit d'une couverture et rejoignit Dean à la table de la cuisine où son voisin avait étalé des copies de dossiers, des photos de surveillance et des notes manuscrites représentant plus d'1 an d'enquête prudente. Il y a 5 membres principaux, expliqua Dean. Pointant les photos, George Bishop était l'argent et la façade. Il a des connexions, de la respectabilité et la licence de soins d'accueil. Kevin Baker est l'avocat qui gère toutes les manipulations légales, les faux rapports au service de protection de l'enfance, les demandes de garde, les ordonnances restrictives. Dennis Fitch gère la logistique, les transports, la documentation, les comptes offshore. Cameron Snell s'occupe des biens immobiliers où il cache les enfants temporairement avant de les déplacer, et Mitchell Noble est le juge qui rend tout ça légal. Le fiancé d'Andrea, dit Milton, fixant la photo de Cameron Snell. Le sourire parfait de l'homme paraissait maintenant prédateur. Ouais, ce n'est probablement pas une coïncidence. George aime garder les choses en famille. Milton étudia les photos de surveillance. George rencontrant Baker dans un restaurant, Fitch chargeant des enfants dans une fourgonnette la nuit, Snell montrant une propriété à quelqu'un dont le visage était flou, mais dont le langage corporel criait l'inconfort. « Combien d'enfants » demanda Milton. « Que l'on connaît 32 sur 8 ans. Mais on n'a trouvé de documentation que pour 17. Les autres, Dean ne termina pas. Les mains de Milton se serrèrent en poing, et vous ne pouvez pas les arrêter parce qu'on a besoin de preuves qui tiendront devant un tribunal fédéral. Ce ne sont pas des criminels de rue. Ils ont des ressources pour des batailles légales qui dureront des années. Si on les arrête avec ce qu'on a maintenant, leurs avocats les feront sortir en 48 heures et ils disparaîtront. On a besoin de dossiers financiers, de communication, de témoignages de multiples témoins. On a besoin d'un dossier étanche pendant que d'autres enfants disparaissent. Pendant que d'autres enfants disparaissent, approuva Dean calmement. Ça me ronge, Milton. Chaque jour, je sais ce qu'ils font et je ne peux pas les arrêter. Milton s'adossa à sa chaise, l'esprit travaillant sur des possibilités. Il avait passé 16 ans à construire des voitures, à résoudre des problèmes mécaniques en comprenant les systèmes et en trouvant les points de pression. C'était un système aussi, juste fait de personnes au lieu de pistons et d'engrenages. Dis-moi leur processus, dit-il, étape par étape. Comment choisissent-ils les cibles? Dean sortit un carnet. Il cherche des familles avec certains marqueurs, généralement de classe moyenne, pas assez pauvres pour être déjà sur le radar des services de protection de l'enfance, mais pas assez riches pour mener une bataille légale prolongée. Il y a toujours un élément d'instabilité, divorce récent, perte d'emploi, petits ennuis légaux, quelque chose qui rend les parents vulnérables, comme Judy demandant le divorce. Exactement. Ils surveillant les familles parfois pendant des mois, ils collectent des informations, construisent des profils, puis ils créent une crise. Peut-être qu'un enseignant appelle pour un faux rapport de bleu. Peut-être qu'un voisin prétend avoir entendu des cris. Les services de protection de l'enfance doivent enquêter sur chaque rapport, même anonyme. Une fois ce dossier ouvert, Baker utilise ses connexions pour planter plus de preuves. Soudain, le parent paraît dangereux. Instable. L'enfant a besoin d'une intervention immédiate et George intervient en tant que sauveur, le membre respecté de la communauté prêt à fournir des soins d'accueil temporaires. Le juge noble signe l'ordre d'urgence. L'enfant est enlevé, généralement dans les 24 heures. Au moment où les parents peuvent monter une défense, l'enfant est déjà sous la garde de George. Et ensuite, l'expression de Dean s'assombrit. Ensuite, l'enfant est réévalué par des médecins à la solde de George. Ils trouvent des signes de traumatisme plus profonds, recommandent un placement à plus long terme. Les batailles légales s'éternisent, la plupart des parents abandonnent, brisés par le système, et même s'ils gagnent, finalement, c'est trop tard. L'enfant est déjà parti. Milton absorba cela, sentant la rage monter comme une pression dans un moteur scellé. Où les emmène-t-il? On pense qu'il y a un emplacement central, peut-être l'un des biens de Snell.
où ils gardent les enfants pour le traitement. Ensuite, ils sont déplacés à travers un réseau. Certains partent à l'étranger, certains vers des réseaux d'adoption domestique, certains vers des opérations de travail. On a tracé des mouvements à travers des comptes offshore, mais les emplacements réels, Dean secoua la tête. C'est ce qui nous manque, sans savoir où ils emmènent les enfants. On ne peut pas faire de sauvetage. Et les enfants que vous avez documentés, est-ce que certains peuvent témoigner? La plupart sont partis, les quelques-uns qu'on a trouvés. La voix de Dean se brisa. Ils sont trop traumatisés. On leur a appris à ne faire confiance à personne, à voir la police comme l'ennemi. Il faudrait des mois de thérapie avant qu'ils puissent même envisager de témoigner, et leur témoignage seul ne suffirait pas. La défense les déchiquetterait. Milton se leva et marcha vers la fenêtre, fixant les bois sombres. L'immensité de la chose l'oppressait, la cruauté calculée, le système armé contre les innocents. Des hommes qui devraient protéger les enfants les chassaient au contraire. Et ils avaient construit leur opération si prudemment que même un bon flic comme Dean ne pouvait pas les toucher. Mais Dean était lié par des règles, par la procédure, par le besoin de preuves qui satisferaient les tribunaux et les avocats. Milton ne l'était pas. « J'ai besoin de voir où ils opèrent », dit Milton. « Les propriétés, les bureaux, les endroits où ils se rencontrent. Milton, je ne te demande pas de m'aider à faire quoi que ce soit d'illégal. J'ai juste besoin d'informations. Addresses, O'Reilly's. Schémas, tu les surveilles depuis 14 mois, tu connais les routines. » Dean se leva, se plaçant face à Milton directement. « Qu'est-ce que tu prévois ? » ?»« Je prévois de te donner des preuves qui tiendront, mais je vais le faire à ma façon. Si tu te fais prendre, je ne... » Milton croisa les yeux de son ami. « Ces hommes ont menacé mon fils. Ils ont détruit des dizaines de familles, et ils se croient intouchables parce qu'ils ont truqué le jeu. » Un sourire froid toucha ses lèvres. Mais ils n'ont jamais joué contre quelqu'un qui ne suit pas leurs règles. Dean l'étudia longuement et sortit son téléphone. Faisant défiler des fichiers, il y a une propriété dans le comté d'Henrico, un entrepôt enregistré sous l'une des sociétés écrans de Snell. On a vu des véhicules aller et venir à des heures bizarres, mais on n'a pas pu s'approcher assez pour confirmer ce qu'il y a dedans. Si tu voulais trouver des preuves, il montra l'adresse à Milton, caméra de sécurité aux entrées, probablement des capteurs de mouvement, mais le bâtiment est vieux. Converti d'une usine textile, beaucoup de points d'accès si tu sais ce que tu cherches. Milton mémorisa l'adresse. Quoi d'autre? Au cours des 2 heures suivantes, Dean partagea tout. Emplacements, O'Reilly's, schéma de mouvement, le bureau d'avocat de Kevin Baker au centre-ville de Richmond, le complexe de Dennis Fitch en dehors de Charlottesville, le restaurant où George tenait des réunions hebdomadaires avec ses partenaires, la maison de vacances de Mitchell Noble, où ils amenaient parfois des clients spéciaux. Milton absorba tout. Son esprit construisant déjà un plan, non pas un plan pour la justice. Les tribunaux s'en occuperaient éventuellement. C'était un plan pour quelque chose de plus immédiat, de plus personnel. C'était un plan pour la guerre. À minuit, Ryan dormait encore sur le canapé et Dean s'était assoupi dans un fauteuil. Milton était assis à la table de la cuisine, entouré de photos et de documents, et fit une liste dans le petit carnet qu'il portait pour suivre les pièces de voiture. Étape 1, rassembler des leviers. Étape 2, les retourner les uns contre les autres. Étape 3, les faire se détruire eux-mêmes. Il pensa aux familles que George avait brisées, aux enfants dont les visages regardaient depuis les photos de surveillance. Il pensa à son fils dormant paisiblement seulement grâce à un pur hasard, parce qu'un bon flic avait été au bon endroit, au bon moment. Milton Frank avait passé 16 ans à réparer des machines cassées. Maintenant, il réparerait un système cassé, une pièce à la fois, et il s'assurerait que quand George Bishop tomberait, il tomberait assez fort pour ne jamais se relever. Le dimanche matin arriva avec un brouillard assez épais pour obscurcir l'allée de la cabane. Milton se réveilla pour trouver Ryan déjà debout, assis à la fenêtre et fixant les bois gris. Dean préparait du café dans la cuisine, se déplaçant avec l'efficacité tranquille de quelqu'un habitué aux shifts matinaux. « Papa » dit Ryan sans se retourner. « Est-ce qu'on a des ennuis ?» Milton rejoignit son fils à la fenêtre, posant une main sur son épaule. « Non, mon grand. Mais on doit être prudent pendant un moment à cause de grand-papa. » L'intelligence dans ses yeux de 10 ans surprenait parfois Milton. Ryan avait la perception aiguisée de Judy, mais sans l'aveuglement volontaire qui venait du privilège. « Ouais, à cause de grand-papa, est-ce que maman va bien ?» Cette question coupa plus profondément que Milton ne l'avait prévu. « Je ne sais pas. » Dean apporta une tasse de café à Milton puis se déplaça vers la cuisine pour parler pendant que Ryan restait à la fenêtre. « J'ai appelé malade aujourd'hui ?» dit Dean. « Ça nous donne du temps. Mais Judy va te chercher. George aussi. Laisse-les chercher. »
Milton sirota le café amer et fort. Qu'est-ce que tu sais sur le cabinet de Kevin Baker? Petit cabinet, 3 avocats. Baker gère les affaires de droit familial, ce qui lui donne accès au système des services de protection de l'enfance. Pourquoi? Parce que les avocats gardent des dossiers et les dossiers peuvent être persuasifs. L'expression de Dean vira à l'inquiétude. Milton, si tu penses à entrer par effraction, je pense à obtenir des preuves, le genre qui les fait paniquer. Une fois qu'ils paniquent, ils font des erreurs. Ces hommes ne paniquent pas. Ils font ça depuis 8 ans. Ils ont été confortables pendant 8 ans. Milton corrigea. C'est différent. Les hommes confortables font des calculs différents des hommes effrayés. Il sortit son téléphone et appela Judy. Elle répondit à la première sonnerie, sa voix tranchante de colère et d'inquiétude. « Où es-tu ? Bon sang, papa a dit que tu as juste disparu. On est en sécurité, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Milton, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Est-ce que ton père t'a expliqué ce qu'il avait prévu pour Ryan? Silence à l'autre bout, assez long pour que Milton sache que Dean avait raison. Judy savait, peut-être pas tout, peut-être juste assez pour se convaincre que c'était pour le mieux, mais elle savait quelque chose. « Tu as demandé le divorce ?» dit Milton calmement. « Il y a 6 mois, tu as menti sur des abus. La voix de Judy se brisa. « Papa a dit que tu étais instable. Il a dit que Ryan serait mieux. Mieux où, Judy? Mieux chez George. Il aime Ryan. Il ne lui ferait jamais de mal. » Milton ferma les yeux, sentant le mariage qu'il avait construit pendant 16 ans s'effondrer comme un bâtiment avec des fondations défectueuses. « Où es-tu en ce moment? Chez mes parents? Tout le monde s'inquiète pour toi. Papa pense que tu pourrais avoir une sorte de crise. Je parie qu'il le pense? Dis-lui que je serai en contact. » Milton mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Dean avait écouté, son expression sombre. Elle est partie. « Milton, quoi que tu aies pensé avoir avec elle, je sais, les mots avaient un goût de cendre, mais elle est aussi le point faible de leur opération. George lui a fait confiance pour m'aider à me manipuler, ce qui signifie qu'elle sait des choses, peut-être pas tout, mais assez. Tu vas utiliser ta femme? Mon ex-femme, apparemment. » Milton posa sa tasse de café avec une force contrôlée. « Et oui, ces gens l'ont utilisé contre moi. Maintenant, je vais rendre l'appareil. » Au cours de l'heure suivante, Milton exposa son plan à Dean. C'était risqué, probablement illégal d'une douzaine de façons, et absolument nécessaire. Dean argumenta, repoussa, avertit des conséquences, mais Milton pouvait voir la résolution du flic faiblir parce que Dean avait passé 14 mois à jouer selon des règles qui laissaient des monstres libres. Et une partie de lui voulait voir ce qui se passerait quand quelqu'un briserait ces règles de la bonne manière. « Je ne peux pas t'aider officiellement. » Dean dit finalement, « Si ça rebondit, ça ne rebondira pas sur toi. Tu es celui qui m'a trouvé dans une maison sûre après que j'ai eu une crise due au stress du divorce. Tu es le bon flic essayant d'aider un ami en crise. C'est ton histoire et tu t'y tiens quoi qu'il arrive. » Dean hocha lentement la tête. « De quoi as-tu besoin? Accès à tes dossiers. Tout ce que tu as sur George et son réseau. J'ai besoin de connaître leur schéma, leurs propriétés, leurs connexions, et j'ai besoin que tu continues à les surveiller pendant que je travaille. S'ils font le moindre mouvement vers Ryan ou vers moi, j'ai besoin de le savoir immédiatement. Fait? Quoi d'autre? Des outils spécifiques. » Milton sortit sa liste. Équipement d'enregistrement, crochet de serrure, quelques autres items, rien que tu ne puisses obtenir dans un magasin d'espionnage ou en ligne. Dean parcourut la liste. Tu vas après Baker en premier, c'est le maillon faible. Les avocats documentent de tout parce qu'ils pensent que ça les protège. Ces dossiers me donneront un levier sur les autres. Son bureau a de la sécurité. Je sais, c'est pourquoi je ne passe pas par la porte d'entrée. À midi, Ryan était installé avec du travail scolaire à la cabane et Dean avait arrangé pour que la femme d'un ami vienne vérifier sur lui toutes les quelques heures. Milton et Dean roulèrent vers Richmond, évitant les routes principales, pendant que Milton mémorisait le plan du bureau de Kevin Baker, construit à partir des photos que Dean avait compilées. Le bâtiment était une brownstone convertie dans le quartier historique. 3 étages, le cabinet de Baker occupant le 2e. Caméra de sécurité aux entrées, accès par carte-clé après les heures, mais le bâtiment était assez vieux pour avoir des points faibles. L'entrée arrière servait de sortie de secours, le système d'alarme installé au début des années 2000 et jamais mis à jour. Le bureau en face de celui de Baker était vacant depuis 3 mois. Le truc, dit Milton en étudiant les photos, c'est de faire comme si je n'y étais jamais allé. Dean s'arrêta dans un parking à 2 pâtés de maison du bâtiment.
Tu fais vraiment ça ce soir? Pendant que Baker est à cette collecte de fonds pour le juge noble, si tu te fais prendre... Je ne... Milton ouvrit la portière. Mais si je le fais... Tu ne sais rien. Je suis juste un père désespéré ayant une crise. Souviens-toi, Dean attrapa son bras. Milton, ces hommes ont tué des gens qui se mettaient en travers de leur chemin. Le détective qui a commencé cette enquête, il est mort dans un accident de voiture 6 mois avant que je n'hérite du dossier. Une travailleuse sociale qui a questionné un des placements d'accueil de George s'est soi-disant suicidée. Ils sont dangereux? Bien, dit Milton simplement. Moi aussi. Il passa l'après-midi à préparer, acquérant les outils dont il avait besoin dans 3 magasins différents, payant en liquide, portant une casquette de baseball pour obscurcir son visage des caméras, un petit kit électronique, des crochets de serrure qu'il avait appris à utiliser des années plus tôt en restaurant des voitures avec des serrures bloquées. Un enregistreur vocal activé par la voix de la taille d'une clé USB, des gants en latex. Des vêtements sombres, à 18 heures, il était de retour à la cabane, dînant avec Ryan et revoyant les dossiers de Dean une dernière fois. Le garçon demanda pour sa mère et Milton lui dit la vérité. Parfois, les gens que tu aimes font des choix que tu ne comprends pas, et tu dois décider si tu les pardonnes ou les laisses partir. Vas-tu laisser partir maman? Demanda Ryan. Je ne sais pas encore, admit Milton. Mais tu es ma priorité, tu le seras toujours. À 20 heures, Dean confirma que Kevin Baker était arrivé au Richmond Country Club pour la collecte de fonds du juge noble. L'événement durerait au moins 3 heures. Donnant à Milton sa fenêtre, il laissa Ryan regarder un film et conduisit en ville dans la voiture de Dean. Se garant 3 pâtés de maison du bâtiment de Baker, la nuit de novembre était froide et claire, visibilité parfaite. Mais peu de gens dans les rues. Milton marcha avec détermination, mais sans urgence, juste un autre professionnel rentrant tard. L'entrée arrière du bâtiment était dans une ruelle éclairée par une seule ampoule qui clignotait périodiquement. Milton avait chronométré son approche pour le clignotement, 2 secondes d'obscurité toutes les 30 secondes. Il utilisa l'un de ces intervalles pour se glisser dans les ombres de la ruelle et examiner la porte. L'alarme était exactement comme Dean l'avait décrite. Un vieux système de contact magnétique qui pouvait être contourné avec un simple bypass. Milton avait pratiqué la technique sur son propre système de sécurité domestique cet après-midi-là. Il lui fallut 90 secondes pour créer le bypass. Maintenant, le circuit fermé pendant qu'il crochetait la serrure, une compétence qui revint plus facilement qu'il ne l'avait prévu. La porte s'ouvrit avec un clic doux. Milton se glissa à l'intérieur, la refermant doucement et engageant son bypass pour que l'alarme pense que la porte restait fermée. L'escalier sentait le vieux bois et les produits chimiques de nettoyage. Il monta au 2e étage, se déplaçant prudemment, écoutant tout bruit de garde de sécurité ou de travailleurs tardifs. La porte du bureau de Baker était plus simple que l'entrée du bâtiment, une serrure commerciale standard que Milton ouvrit en moins d'1 minute. Il se glissa à l'intérieur, fermant la porte et laissant ses yeux s'adapter à l'obscurité. Les lumières de la ville par la fenêtre fournissaient assez d'illumination pour voir la disposition basique. Zone de réception. 2 bureaux de paralégaux et 3 bureaux au-delà. Le plus grand bureau serait celui de Baker. Il se déplaça à travers l'espace comme de l'eau, ne dérangeant rien, ne laissant aucune trace. Le bureau de Baker était exactement ce à quoi Milton s'attendait. Mobilier coûteux, diplôme au mur, et un bureau qui coûtait probablement plus que la voiture de Milton. L'ordinateur était verrouillé, mais Milton n'était pas après les fichiers numériques. Les avocats comme Baker gardèrent des sauvegardes papier parce qu'ils ne faisaient pas complètement confiance à la technologie. Les armoires à dossiers bordaient un mur. Milton sortit sa petite lampe de poche, protégeant le faisceau avec sa main, et commença à chercher. Les dossiers étaient organisés par nom de client, puis par type de dossier. Il trouva ce dont il avait besoin dans le 3e tiroir, une section étiquetée « Référence BP ». BP, Bishop Projects, Bishop Partnership. Milton sortit le premier dossier et sentit son estomac se retourner. À l'intérieur, des dossiers complets sur des familles, des photos de surveillance, des dossiers financiers, des histoires médicales, des rapports scolaires, des notes manuscrites dans les marges. Père a un DEUI de 2019. Utilisez ça, la sœur de la mère a une bataille de garde. Point de levier, l'enfant montre des signes de défi. Bon candidat. Il y avait des dizaines de dossiers. Certains avaient complété. Tamponnés sur le devant, c'étaient les familles que George avait déjà détruites. D'autres étaient marqués « En cours, au surveillance ». Milton trouva un dossier marqué « Frank Ryan » et dut se stabiliser avant de l'ouvrir. À l'intérieur, tout, son certificat de mariage, la demande de divorce de Judy, les dossiers scolaires de Ryan,
la licence d'entreprise de Milton, même des photos de leur maison, notes des conversations de Judy avec son père transcrites et analysées. Un profil psychologique de Milton qui le peignait comme instable, potentiellement violent, abusif émotionnellement, tout des mensonges, mais des mensonges construits si prudemment qu'ils avaient convaincu Judy, au moins partiellement, et des mensonges qui auraient convaincu un juge si le plan de George avait procédé. Le dossier contenait aussi autre chose. Un planning, accueil le 16 novembre, RF Transport, vers Installation HC en attente d'ordre judiciaire. Installation HC, comté d'Enrico, l'entrepôt que Dean avait mentionné. Milton photographia chaque page avec son téléphone, travaillant rapidement mais minutieusement, puis il passa aux autres dossiers, les photographiant aussi, preuve de 32 cas sur 8 ans, famille détruite, enfants pris, tout documenté avec la précision froide d'une opération commerciale. Il finissait le dernier dossier quand il entendit des pas dans le couloir. Milton se figea, écoutant. Les pas étaient lents, mesurés, gardes de sécurité faisant des rondes. Les pas passèrent le bureau de Baker, continuèrent dans le couloir, puis s'arrêtèrent. Une porte s'ouvrit quelque part. Le garde vérifiant le bureau vacant, Milton remit les dossiers à leurs positions exactes et se dirigea vers la fenêtre. Le bureau donnait sur une rue latérale, pas sautable, mais il y avait une corniche qui courait le long de l'extérieur du bâtiment, assez large pour un passage étroit si quelqu'un était désespéré ou stupide. Les pas revinrent. Plus proche maintenant, un faisceau de lampes balaya sous la porte du bureau. Milton ouvrit doucement la fenêtre. Dieu merci, elle n'était pas peinte fermée, et se glissa sur la corniche. L'air de novembre le frappa comme une gifle. Froid et vif, il referma la fenêtre presque complètement derrière lui, laissant juste assez d'espace pour la saisir de l'extérieur. La porte du bureau s'ouvrit, le faisceau de lampes balaya l'espace. Milton se pressa contre l'extérieur en briques du bâtiment, contrôlant sa respiration, comptant les secondes. La corniche faisait 20 cm de large. En dessous, 9 mètres d'air vide se terminant sur un trottoir en béton. « Rien à signaler ?» appela la voix du garde. La porte se ferma, les pas s'éloignèrent. Milton attendit 2 minutes complètes avant d'ouvrir doucement la fenêtre et de rentrer à. Ses mains tremblaient, maintenant, l'adrénaline rattrapant. Il ferma la fenêtre, vérifia que tout était exactement comme il l'avait trouvé, et se glissa hors du bureau. Le trajet de retour fut plus facile. Il connaissait maintenant le rythme du bâtiment, le schéma du garde. Il était de retour dans la ruelle en 5 minutes. Bypass retiré. Porte verrouillée, aucun signe qu'il y ait jamais été. Dean le récupéra 3 pâtés de maison plus loin. Alors, Milton leva son téléphone. Tout! Dossier complet sur chaque famille qu'ils ont ciblée. Horaires, emplacements. Dossier financier, tout ce dont on a besoin. Bon Dieu, Dean fixa le téléphone comme si c'était une bombe. C'est la preuve de multiples crimes graves. Si on utilise ça au tribunal, on ne va pas au tribunal. Pas encore. Le sourire de Milton était froid. D'abord, on va les faire paniquer. Et quand ils paniquent, ils se retournent les uns contre les autres. De retour à la cabane, Milton téléchargea les photos sur l'ordinateur de Dean et passa les 3 heures suivantes à les organiser en un dossier. Noms, dates, emplacements, montant d'argent transféré. Une carte complète de l'opération de George Bishop, construite à partir de la tenue de registre méticuleuse de son propre avocat. Et maintenant, demanda Dean, alors que l'aube commençait à poindre. Milton regarda l'écran, les visages d'enfants qui avaient été volés, de familles qui avaient été détruites. Il pensa à Ryan dormant dans la pièce voisine, en sécurité pour l'instant, mais seulement grâce au hasard. « Maintenant, » dit Milton, « j'envoie un message et ensuite j'attends qu'ils fassent leur première erreur. » Il composa un email à l'adresse personnelle de Kevin Baker avec des copies à Dennis Fitch et Cameron Snell. George Bishop n'était pas inclus. Pas encore. L'email était simple. « J'ai vos dossiers. Tous, chaque cas, chaque famille, chaque euro. Vous avez 48 heures pour fermer complètement l'opération et vous rendre aux autorités fédérales. Si vous ne le faites pas, ces dossiers vont au FBI, au Washington Post et à chaque média en Virginie. Les enfants que vous détenez actuellement seront localisés et libérés. À vous de choisir prison avec possibilité de peine réduite pour coopération ou peines à vie quand ça deviendra public et que les tribunaux jetteront tout sur vous. Vous devriez savoir que je ne suis pas intéressé par des négociations. Je suis intéressé par vous voir brûler, mais je vous donne une chance de faire ça de manière facile. L'horloge tourne maintenant. Il envoya à 6h47 du matin lundi matin. À 7h15, son téléphone commença à sonner. C'était un numéro inconnu. Milton répondit. La voix de Kevin Baker était tendue de panique contrôlée.
Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous fermiez l'opération, dit Milton calmement. Je veux que les enfants que vous détenez soient libérés en sécurité, et je veux que vous tous soyez en garde à vue fédérale dans 48 heures. Vous ne comprenez pas dans quoi vous interférez. Les gens impliqués, je comprends parfaitement. Je comprends que vous avez volé des enfants et ruiné des familles pour du profit. Je comprends que George Bishop a utilisé sa licence de soins d'accueil comme façade pour du trafic. Je comprends que le juge Noble a signé des ordres de garde illégaux. Devrais-je continuer? Silence. Puis si vous allez au FBI, vous admettrez une effraction. Les dossiers que vous avez volés seront irrecevables. Je me fiche de l'admissibilité, je me soucie du public. Quand le Washington Post publiera cette histoire, quand chaque station de TV en Virginie commencera à enquêter, l'admissibilité n'importera pas. Vos vies seront finies, vos carrières détruites, vos familles ruinées. Chaque parent qui a perdu un enfant à cause de votre opération criera pour vos têtes. Qu'est-ce que vous voulez? La voix de Baker avait viré de la panique à la négociation. De l'argent? On peut payer. Je veux la justice. 48 heures. M. Baker. Utilisez-les sagement. Milton mit fin à l'appel. Dean le fixa. Tu viens de déclarer la guerre. Non, dit Milton. Je viens de sonner la cloche du dîner. Maintenant, on les regarde se retourner les uns contre les autres. Dans les 2 heures, la panique s'était répandue à travers le réseau de George Bishop comme un feu dans du petit bois sec. Dean surveillait leur communication via les écoutes légales de l'enquête et rapportait le chaos. Kevin Baker appela Dennis Fitch, hurlant sur des brèches de sécurité et exigeant de savoir qui avait parlé. Fitch appela Cameron Snell, l'accusant d'être négligent avec les dossiers de propriété. Snell appela George Bishop, qui était en réunion du conseil municipal, et exigeait maintenant une réunion d'urgence à son domaine. Le juge Mitchell Noble avait quitté Richmond entièrement, s'enregistrant dans un hôtel à Washington sous un faux nom. Il se fracture, rapporta Dean. C'est exactement ce qui arrive quand des criminels ont peur, ils arrêtent de se faire confiance. Milton observa les photos de surveillance que Dean lui montrait, les hommes arrivant au domaine de George dans des voitures séparées, leur langage corporel tendu et défensif. Bien, les hommes effrayés font des erreurs, et j'ai besoin qu'ils fassent une erreur spécifique, qui est de déplacer les enfants. Pour l'instant, ils sont à l'installation d'Enrico, mais ils ne peuvent pas les garder là. S'ils pensent que je suis sur le point d'exposer l'emplacement, ils devront les relocaliser, ce qui signifie transport. Et transport signifie vulnérabilité. L'expression de Dean vira à la compréhension. Tu veux intercepter le transfert? Tu veux intercepter le transfert? Corrigea Milton. Je suis juste un citoyen concerné qui pourrait tiper le FBI sur une activité suspecte dans un entrepôt connu. Ça devient compliqué? Ça va devenir plus compliqué? Milton passa son appel suivant à Judy. Elle répondit immédiatement, sa voix rauque d'avoir pleuré. Milton, s'il te plaît. Papa l'expliquait tout. Tu t'es trompé? Est-ce qu'il a expliqué les 32 familles qu'il a détruites? Est-ce qu'il a expliqué les enfants qu'il a trafiqués? Ce n'est pas « il aide les enfants », il fournit des soins d'accueil pour des enfants en crise. Judy, j'ai les dossiers, documentation complète de chaque cas. Je sais que tu l'as aidé avec au moins 3 d'entre eux, y compris le nôtre. Tu as signé des déclarations? Tu as passé des appels au service de protection de l'enfance basés sur des mensonges qu'il t'a donnés? Le silence s'étira assez longtemps pour que Milton pense qu'elle avait raccroché, puis je pensais aider. Il a dit que tu devenais instable, que Ryan serait mieux. Mieux où? Dis-moi où papa prévoyait d'envoyer Ryan. À une école spéciale pour enfants doués en Europe. Papa a des connexions, des programmes qui aident les enfants talentueux à atteindre leur potentiel. Le rire de Milton fut amer. Il n'y a pas d'école. Judy, il y a un pipeline qui vend des enfants à qui que ce soit, qui achète certains pour du travail, certains pour des réseaux d'adoption, certains pour pire. Ton père n'est pas un philanthrope. C'est un trafiquant. Tu mens. Alors demande-lui ce que signifie installation HC. Demande-lui sur l'horaire de transport de Dennis Fitch. Demande-lui pourquoi Kevin Baker a des dossiers sur 32 familles avec des enfants qui ont tous mystérieusement disparu dans un système d'accueil qui ne menait nulle part. J'ai besoin de réfléchir. Tu as besoin de décider, dit Milton froidement. Dans 48 heures, tout devient public. Tu peux faire partie de l'enquête en tant que témoin manipulé ou tu peux couler avec eux en tant que complice. Ce sont tes seuls choix. Il mit fin à l'appel et composa immédiatement le téléphone portable personnel de George Bishop. Le vieil homme répondit après une sonnerie. « Milton !» La voix de George était contrôlée, mais Milton pouvait entendre la rage dessous. « On doit parler. Parle vite. Ton temps s'écoule.
Quoi que tu penses savoir, je sais tout. J'ai les dossiers de Baker. Documentation complète de toute ton opération, noms, dates, transferts financiers, emplacement de propriété. Je sais pour les ordres du juge noble, je sais pour l'installation HCC, je sais pour les 32 enfants que tu as volés. La respiration de Georges était audible à travers la ligne. Tu as fait une grave erreur, ai-je? Parce que de là où je suis, c'est toi qui fais face à des accusations fédérales de trafic. Conspiration, fraude, enlèvement, et probablement meurtre s'ils enquêtent d'assez sur l'accident de voiture de ce détective. Tu ne comprends pas dans quoi tu interfères? Cette opération a une protection à des niveaux que tu ne peux imaginer. Alors laisse-les te protéger. Tu as 48 heures avant que tout devienne public. Utilise ce temps comme tu veux. Mais sache ça, je ne négocie pas. Je n'accepte pas de pot de vin. Je ne recule pas. Tu as menacé mon fils. Tu as détruit des dizaines de familles. Maintenant, tu vas payer pour ça. Milton, une chose de plus. George, Judy parle au FBI demain matin. Elle va leur dire tout ce qu'elle sait sur ton opération, y compris son propre implication. Elle va témoigner contre toi en échange d'immunité. Je te suggère de te préparer à ça. Le mensonge vint facilement parce que Milton savait qu'il accomplirait exactement ce dont il avait besoin. George verrait sa propre fille comme une traîtresse et sa paranoïa compléterait la fracture qui avait déjà commencé. Milton mit fin à l'appel et regarda Dean. Combien de temps avant qu'ils déplacent les enfants basés sur leur comportement ce soir? Ils voudront les relocaliser avant que ton délai n'expire. Peux-tu tracer le transport? Mon équipe surveille l'installation depuis 6 mois. On a des yeux sur chaque entrée. S'ils déplacent qui que ce soit, on le saura. Alors ce soir, on bouge aussi. Dean hocha lentement la tête, puis sortit son téléphone et passa un appel. Sergeant Sepik, j'ai besoin de vous briefer sur un développement dans l'affaire Bishop. On pourrait avoir une opportunité d'intervention ce soir. Oui, monsieur. Équipe tactique complète. Compris? Il raccrocha et regarda Milton. C'est parti. Une fois qu'on agit sur cette installation, l'enquête devient active. Tout devient officiel. Tu seras interrogé sur comment tu as obtenu les informations. Laisse-les m'interroger. Tant que ces enfants sortent en sécurité, je me fiche de ce qui m'arrive. Dean étudia son ami longuement. Tu es un bon père? Milton, Ryan a de la chance de t'avoir. Ryan est la seule chose qui compte. Alors que le soleil se couchait lundi soir, Milton Frank était assis dans la voiture de Dean Peak, à 3 pâtés de maison de l'entrepôt du comté d'Enrico, et regardait les ombres s'allonger. Derrière eux, des équipes tactiques se mettaient en position, coordonnées via le sergent de Dean et les agents du FBI qui avaient rejoint l'opération, et une fois que Dean les avait briefés sur les preuves que Milton avait fournies. Tout, photos des dossiers, documentation de la chronologie, preuves de la conspiration. Il avait admis avoir pénétré par effraction dans le bureau de Baker, accepté qu'il ferait face à des accusations pour ça, et s'en fichait parce que dans 2 heures, des enfants qui avaient été volés à leur famille rentreraient à chez eux et les hommes qui les avaient pris feraient enfin face aux conséquences. À 20h47, la porte de chargement de l'entrepôt s'ouvrit, 2 fourgonnettes sortirent, roulant lentement. Prudemment, Dean transmit l'information à son sergent par radio et le piège commença à se refermer. Véhicule se dirige vers l'est sur la route 60, rapporta Dean. Le FBI a une surveillance aérienne qui les suit. Les équipes tactiques les sont prêtes à agir sur ton signal. Milton observa à travers des jumelles alors que les fourgonnettes tournaient sur la route principale. Il ne pouvait pas voir les enfants à l'intérieur, mais il savait qu'ils étaient là, effrayés, confus, ne comprenant pas pourquoi ils avaient été pris à leur famille. « Monsieur !» Une voix crépita sur la radio de Dean. On a confirmation visuelle de mineurs dans les 2 véhicules, âges approximatifs de 6 à 13 ans. Le compte est... Bon Dieu, il y a au moins 20 enfants là-dedans, 20 enfants, pas juste le futur potentiel de Ryan, mais des enfants qui avaient déjà été volés, déjà traités par la machine de George Bishop. Toutes les unités agissaient. La voix du sergent commanda « Interceptez et sécurisez les véhicules. FBI, vous êtes autorisés pour les arrestations. Ramenez ces enfants chez eux. » Ce qui se passa ensuite se déroula avec la précision d'une opération militaire. Les fourgonnettes furent bloquées par des véhicules de police banalisés à une intersection contrôlée. Les équipes tactiques envahirent les 2 fourgonnettes, sécurisant les conducteurs, Dennis Fitch dans un véhicule, un de ses associés dans l'autre. Les enfants furent soigneusement extraits, effrayés mais indemnes, et immédiatement placés avec des services d'urgence et des conseillers familiaux. Milton observa de 3 pâtés de maison alors que les ambulances arrivaient,
Alors que des agents du FBI en coupe-vent commençaient à traiter la scène, alors que des équipes de nouvelles télévisées descendaient sur ce qui deviendrait la plus grande histoire que Richmond ait vue en décennies, le téléphone de Dean sonna. C'était son sergent. Pic! On a Fitch et son chauffeur en garde à vue. Ils essayent déjà de négocier, pointant du doigt, tout le monde. Le juge Noble a été cueilli à Washington il y a 1 heure. Apparemment, il a essayé de fuir au Canada. Cameron Snell a été arrêté à son bureau. Kevin Baker. Dean écouta, son expression s'assombrissant. Compris? Il mit fin à l'appel et regarda Milton. Baker est mort, suicide apparent dans son bureau il y a environ 1 heure. A laissé une note confessant tout et nommant George Bishop comme architecte de l'opération. Milton ne ressentit rien, pas de satisfaction, pas de regret. Et George, il est à son domaine. Le FBI est en route avec des mandats d'arrestation. C'est fini, Milton. L'opération est terminée. Mais Milton savait que ce n'était pas tout à fait fini. Pas encore. Le FBI arrêta George Bishop à 22h23 dans son bureau, la même pièce où Milton avait vu les papiers de garde juste 3 jours plus tôt. Le vieil homme partit calmement, digne même dans la défaite. Mais ses yeux gardaient le même calcul qu'ils avaient toujours eu. Il planifiait déjà sa défense, figurait déjà des angles. Milton ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Il resta à la cabane avec Ryan, regardant les reportages sur la massive descente, le sauvetage de 20 enfants, l'arrestation de citoyens prominents de Richmond sur des accusations fédérales de trafic. L'histoire se répandit à travers la Virginie. Puis nationalement, mardi matin, le Washington Post l'avait en une, réseau élaboré de trafic d'enfants exposés en Virginie. Judy appela à l'aube, Milton débattit de ne pas répondre, mais finalement appuya sur accepter. « Je ne savais pas », dit-elle immédiatement, voix brisée, « je jure devant Dieu ». Milton, je ne savais pas ce qu'il faisait vraiment, le dépôt de divorce. C'était « il m'a convaincu que tu devenais dangereux. Il m'a montré des rapports, des évaluations de médecins qui étaient soi-disant sur toi. Tout faux, dit Milton, tout parti de la manipulation. Je suis tellement désolé, tellement désolé. » Milton voulait la haïr. Une partie de lui la haïssait pour avoir été si volontairement aveugle, pour avoir choisi les mensonges de son père plutôt que 16 ans de mariage, mais une autre partie reconnaissait qu'elle avait été une victime aussi, juste d'un genre différent. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Judy, je veux voir Ryan. Je veux expliquer. Ryan est en sécurité. C'est tout ce qui compte maintenant. Milton, s'il te plaît, c'est mon fils aussi. Est-ce que c'est parce qu'il y a 3 jours, tu étais prête à laisser George le prendre ? Je pensais que c'était pour le mieux. Je pensais que papa le protégeait. Tu as pensé faux ? Et maintenant, tu dois vivre avec ça. » Le silence s'étira entre eux, 16 ans de mariage s'effondrant en ce seul moment de vérité. Finalement, Judy parla à nouveau, plus doucement. « Le FBI veut me parler. Ils ont dit que je pourrais faire face à des accusations pour avoir déposé la fausse pétition de divorce. Dis-leur tout ce que tu sais. Coopère complètement. C'est ta seule chance ? Le feras-tu ? Me pardonneras-tu un jour ?» Milton regarda Ryan, qui dormait paisiblement sur le canapé, en sécurité et entier. « Je ne sais pas, mais en ce moment j'ai besoin de me concentrer sur protéger notre fils. Tout le reste est secondaire. » Il mit fin à l'appel. Au cours de la semaine suivante, l'enquête s'élargit comme des ondulations dans l'eau. Le juge Mitchell Noble coopéra en échange d'une peine réduite, révélant un réseau qui s'étendait au-delà de la Virginie dans 3 autres États. Les autorités fédérales identifièrent 17 autres propriétés utilisées dans l'opération de trafic. Plus d'arrestations suivirent. Avocats, travailleurs sociaux, même 2 autres juges qui avaient été à la solde de George Bishop. Plus important encore, 14 des 32 enfants qui avaient été pris furent localisés et rendus à leurs familles. Les autres restèrent disparus. Mais le FBI avait ouvert des enquêtes actives sur leurs emplacements, utilisant la documentation des dossiers de Baker pour tracer le pipeline. George Bishop était en détention fédérale, refusant de coopérer, confiant que ses avocats pourraient monter une défense. Milton savait que le vieil homme calculait encore, croyant encore que sa richesse et ses connexions le sauveraient. C'est alors que Milton fit son mouvement final. Il contacta la journaliste du Washington Post qui couvrait l'histoire, une femme nommée Gabriella McIntosh qui avait bâti sa carrière sur l'exposition de la corruption. Milton lui fournit quelque chose que le FBI n'avait pas encore publié, des copies complètes des dossiers de Baker, y compris les notes détaillées sur comment il sélectionnait les familles, comment il fabriquait des crises, comment il détruisait des vies méthodiquement et délibérément. L'article parut dimanche. Une semaine après les arrestations, à l'intérieur de la machine, comment l'élite de Richmond a bâti un empire de trafic d'enfants.
Il incluait des interviews avec des familles qui avaient été ciblées, des photos de documents montrant la cruauté calculée, et le plus accablant de tout, des extraits des notes manuscrites de George Bishop sur les enfants étant de l'inventaire et les familles des marques. L'indignation publique explosa, des protestations éclatèrent devant le palais de justice où George était détenu, des familles qui avaient perdu des enfants 20 ans plus tôt commencèrent à se manifester, exigeant des enquêtes sur des cas qu'elles n'avaient jamais pensé résoudre. Le gouverneur appela à une révision complète du système de soins d'accueil de la Virginie. L'équipe de défense de George Bishop l'abandonna dans les 48 heures, suivant l'article du Post-Eye. Réticente à représenter quelqu'un si publiquement vilipendé, ses actifs furent gelés, ses propriétés saisies, sa réputation détruite si complètement que même son country club révoqua son adhésion. Milton observa tout de loin, prenant soin de Ryan, reconstruisant la petite vie qui avait failli être détruite. Dean passait régulièrement à la cabane, le mettant à jour sur les progrès de l'enquête et le dossier croissant contre George et ses co-conspirateurs restants. Le procureur fédéral dit que c'est l'un des dossiers les plus solides qu'ils aient jamais eus. Dean rapporta 2 semaines après les arrestations, entre les dossiers de Baker, le témoignage de Noble et les preuves des entrepôts, ils les ont pour trafic, enlèvement, conspiration, fraude et blanchiment d'argent, et environ 15 autres accusations. George risque la perpétuité sans libération conditionnelle. Bien, Milton dit simplement « Il y a une complication. Le procureur veut savoir comment tu as obtenu les dossiers de Baker. Tu vas devoir témoigner sur l'effraction. Je suis prêt pour ça ?» Et il l'était. Quand le procès commença 3 mois plus tard, Milton Frank monta à la barre et admit sous serment qu'il avait pénétré par effraction dans le bureau de Kevin Baker, crocheté les serrures et photographié les dossiers sans permission ou autorité légale. Il expliqua pourquoi, parce que son fils avait été ciblé, parce que le système légal était trop lent, parce que des enfants étaient en danger immédiat. L'avocat de la défense essaya de le faire passer pour un justicier, un criminel qui avait enfreint la loi et empoisonné toute l'enquête. Mais le procureur était prêt. « Frank, dit-elle calmement, si vous n'aviez pas obtenu ces dossiers, ces enfants auraient-ils été sauvés? Non. L'opération de transport de Fitch aurait-elle été interceptée? Non. Aucun de ces accusés ferait-il face à la justice aujourd'hui? Probablement pas. Pas d'autres questions. Le jury délibéra pendant 4 heures. Ils trouvèrent George Bishop coupable de tous les chefs d'accusation. Dennis Fitch eut la perpétuité sans libération conditionnelle. Cameron Snell eut 30 ans. Mitchell Noble, qui avait coopéré extensivement, eut 15 ans. Judy Bishop témoigna contre son père en échange d'immunité. Elle divorça formellement de Milton, lui donnant la garde complète de Ryan, et déménagea en Caroline du Nord pour recommencer quelque part où les gens ne connaissaient pas son nom. Quant à Milton, il fit face à un chef d'accusation d'effraction. Le juge, après avoir entendu toute l'histoire et considéré les 20 enfants qui avaient été sauvés, lui donna 6 mois de probation et une petite amende. La salle d'audience explosa en applaudissements des familles des enfants sauvés, des défenseurs qui combattaient le système de soins d'accueil depuis des années, des citoyens ordinaires qui le voyaient comme un héros. Milton ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait comme un père qui avait protégé son fils et aidé d'autres enfants au passage. Rien de plus, rien de moins. 18 mois après les arrestations, Milton Frank était dans son garage, mettant les touches finales à la Mustang de 1967 qu'il avait commencé avant que tout ne s'effondre. Ryan était assis sur un tabouret à proximité, faisant ses devoirs, mais levant occasionnellement les yeux pour regarder son père travailler. La voiture était belle, peinture comme minuit liquide, chrome brillant comme des miroirs, moteur ronronnant comme un chat satisfait. Milton y avait versé tout son focus au cours de l'année passée, laissant les problèmes mécaniques nettoyer son esprit des humains. Dean Peake entra dans le garage portant 2 bières. Il entendit une à Milton et fit geste vers la Mustang. « C'est une œuvre d'art. »« Merci. L'acheteur la prend demain. Déjà vendue pour 2 fois ce que j'attendais. Les affaires vont bien, mieux que jamais. Il s'avère qu'être ce gars qui a démantelé le réseau de trafic est une excellente publicité. » Le sourire de Milton était ironique. Dean rit puis devint sérieux. « Je voulais que tu l'apprennes de moi d'abord. George Bishop est mort en prison ce matin. Crise cardiaque. » Milton absorba l'information. Attendant qu'un sentiment émerge, soulagement, satisfaction. Mais il n'y avait qu'une neutralité calme. Quel âge avait-il? 65 ans? Le stress n'a probablement pas aidé. Il combattait chaque appel, refusant d'accepter que c'était fini. « C'est fini », approuva Milton. Ils burent leur bière dans un silence complice.
Ryan finit ses devoirs et vint examiner la Mustang de plus près, posant des questions sur les spécifications du moteur qui montraient qu'il avait hérité de l'aptitude mécanique de son père. « Papa, dit Ryan éventuellement, quand je serai plus grand, est-ce que je pourrais t'aider à restaurer des voitures ?» Milton regarda son fils, 13 ans maintenant, grandissant et confiant, plus l'enfant effrayé de 10 ans qui avait failli être volé. « Ouais, mon grand, j'aimerais ça. » Après que Dean fut parti et que Ryan soit rentré jouer à des jeux vidéo, Milton resta dans le garage regardant la Mustang. Il pensa aux 18 mois passés, aux familles réunies, aux enfants sauvés. Il pensa à ceux encore disparus et aux agents du FBI encore sur ces cas. Il pensa à Judy qui appelait occasionnellement, parlait à Ryan mais ne demandait jamais pour Milton. Il pensa à George Bishop qui était mort en croyant pouvoir battre le système qui l'avait corrompu, et il pensa au choix qu'il avait fait de briser la loi au service d'une plus grande justice, de risquer tout pour protéger son fils et d'autres comme lui. Certains diraient qu'il avait été un justicier, d'autres l'appelleraient un héros. Milton savait qu'il n'était ni l'un ni l'autre. Il était juste un père qui avait refusé de laisser les monstres gagner. Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « M. Frank. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez sauvé ma fille. Elle était l'une des enfants sauvés de l'entrepôt. Je voulais juste dire merci. Grâce à vous, elle est à la maison. Grâce à vous, elle est en sécurité. Je ne pourrai jamais vous rembourser, mais je passerai chaque jour à être reconnaissant que quelqu'un comme vous existe dans ce monde. » Milton lut le message 2 fois, puis le sauva dans un dossier avec 17 autres comme ça. Messages de parents dont les enfants avaient été sauvés, dont les vies avaient été restaurées, dont les cauchemars avaient pris fin parce qu'il avait été prêt à se battre. Il regarda la Mustang une dernière fois, cette belle machine qu'il avait ramenée de cassée à pristine par patience et compétence. Puis, il ferma la porte du garage et rentra où Ryan l'attendait pour lui montrer quelque chose sur son ordinateur. Le passé était fini, les monstres étaient tombés, la justice, imparfaite mais réelle, avait été servie, et Milton Frank était à la maison avec son fils, ce qui était tout ce qui avait toujours compté. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé ? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Ça compte beaucoup pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran et je vous verrai. This technique? Dude, I'm just bad. What the heck? Let me move, let me move. I want some bubbles. Nom, 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 nom. I will trade a hat for a tiara. I have too many hats. Wow, that took me forever. Oh my god. Oh! I almost Hi, felt like I Gregory. die. Hi. Dude, this is so sick. This is so cool. Hmm. Hunger beam, look out! Evil Mungai. I don't think I can even do that. Freaking monkey over here trying to Look slap out! at me. Monkey. You try to slap her. Sweet. Oh, this way. Can you guys make sure you don't Oh, look what too are far those? ahead, because if you hit something, it does put it on timer when it's going to disappear. Oh, gotcha. There's a star right here, the bunch of stars that I started. What are those two? They just give you a boost. I don't remember which one to start. Oh, cool. Yum. Let's go. Ow! Try. Wait. Dab, you getting beat up? Oh, yeah, we gotta go over here, I Dab. was, and then I beat it up. Okay. Oh, there we go. He's doing it. He's doing it. He's doing it. He's got this. He's doing it. He's starting Beginning to believe. Yeah. Let's go. Dude. I thought I went that way. Secret tunnel. That's right, Rosa. No worries, no worries. Just enjoy the vibes.
Right here, Sky. Oh, thank you. We're over here. You're like, This is such a cool mode, dude. Nom, nom, nom. I've almost got 100. I can get like a shovel soon. on it. Okay, stand here. wonder what I'm it's like- gonna go do the glitch. Oh, she's doing a glitch. All right. Standing here. Okay. Get him. Why is there a crystal here? Do I Okay. interact with the crystal or no? No, just stand here. I'm the crystal guard. Don't touch it. Pew, pew, pew. So now you get an extra chest. And come this way. Okay. Monkey. Heck is that? Ooh. Oh, We're gonna fight her. Before you interact with her, though, stay over here. I'm gonna break this chest, and you're gonna grab the item that comes out of it. Okay. Come to me. Up, 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 up. oh, I'm angry. oh! I got smacked. Ooh. Look at this DPS. Remember, Yes. you grab their son. If you did not grab a Crazy. son, make sure you grab it. You do need to grab each of them. I got a son. That's the one that turned you red, right? And then we're gonna break this. Bah, 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 bah. Yeah. Oh, there's so many bubbles. Yeah. Let's Oh, there's so go. many bubbles. Yo, Skylar, do you have a potion? You can Well, I don't have enough HP for that. Yes, I Your do. HP's making me kind of nervous. Well, you don't like living on the Uh, edge? Don't waste No. potions if you're just like 1 or 2 hearts missing. Oh, too Because late. if you die, you just get all your hearts back. Oh. Oh, okay. It's only used for like panic situations. Gotcha. Oh, I just rolled off. Whee! Grab this. A speed boost. The wind. Whoa. Nom, 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 nom. Bing, bing, bing. Let's go. Ooh. What's a burger gotta do to get a cake? Oh, or you're something? next. This is so cool. There's a store in here. Oh, is there a shop over here? Oh, I'll get a potion, please. Come, dude. Ooh, there's a rope. What is this? Dragon very wet. I'm here. Yay. Are the shovels limited? It's permanent. Once you get the shovel, it's unlocked. Probably a good idea for me to get it then. Gotta get those unlocks. Let's go. Oh. Freaking The animation. Zelda, dude. So the other- can I just dig like all the time? Oh. Dude, I spawned into a projectile. What the heck? You can just like dig. There's only certain Dig, dig, spots dig. that have big spots though. It's a barrel. Oh, it had nothing. Oh, it does. It's got moons. Oh, it makes me invisible. Let's go. Grab the sun. Where's sun? You mean moon? Where? No, there's midget. Oh. Nom nom nom. Let's go. Yeah. Bah. DPS. Oh, you gotta break it. Let's go. DPS. Don't stand near each other. He targets one person. And,
make sure you get the chest inside. There's a chance of the glitched weapon. Oh. I got a continue coin and some bubble bobbles. Bubba bubba. Thank you for the shouty, dude. I just got like a bunch of stuff. I got like 5 things at once. Ooh, I like this area. Super loot bag. Well, let's keep your key too. Let's go. Rewards. Oh, if you jump, it completely stops everything. Okay, got it. Whee! I want to do it again. I want to do it again. Yeah. Let me Jump up. on the sides of the mushrooms and it'll send you up. Let me up. I can't get back on. Well, just jump on the sides of the mushrooms. I did. What? Then why did you not go? There we go. Technique. I missed the bobble. See, I went up. Whoa! No! It's like a Back certain on. angle you gotta get it on. I got it. Let me back up. Oh, come on. Alright, I guess I'm not allowed back up. Is that another Toya? Dude. It's a race. And then dig right here. Dig. Ooh, a chest. Oh, let's go. And then we're going down the hole. Wee. And then you're gonna jump back up and hit the bobble on your way up. Wee. That's so goofy. I didn't Awesome. get it. Awesome.